Donc, voilà, je vais repartir en fait directement de la fin du propos de John pour essayer de creuser un petit peu le rapport qu'on a voulu interroger ici entre diégèse et world building. Puisque, voilà, on propose de s'intéresser aux conséquences qu'a pu avoir une mutation récente du rapport entre le récit, donc raconté, et la construction de monde dans les pratiques fictionnelles contemporaines. Donc, vous l'avez vu, si vous avez lu le petit argumentaire, on part de l'idée que d'abord, ce rapport entre raconter et construire, il est modifié, d'un côté, par l'expansion des formes de récits très longs, ce qui n'est pas un phénomène nouveau en soi, ça s'est produit à plusieurs reprises, ça vous le savez bien, dans l'histoire de la littérature et des pratiques fictionnelles. Mais là, en ce moment, on pense bien sûr tout de suite au développement des séries et de la place qu'elles tiennent au long cours dans la vie du public pendant plusieurs années. Et puis de l'autre côté, l'importance qui est prise au même moment par le développement d'univers fictionnels qui excèdent largement le périmètre du monde strictement projeté par un livre ou un film, puisque ces mondes peuvent même être développés avant eux, parallèlement, plus vite. Je pense à Game of Thrones, par exemple. Donc indépendamment, en tout cas, des formes fixes de récit qui auparavant leur donnaient lieu d'être. Voilà, au sens strict du terme, ce lieu d'être des mondes fictionnels dépend plus strictement parlant du récit qui est à l'origine, ou de la forme qui est à l'origine. Donc, on voulait creuser un petit peu ce qui se passe là en essayant de voir comment ce changement de rapport peut aussi, du coup, modifier les notions même qui sont engagées dedans, raconter, construire, monde, que vient d'interroger John, et la façon dont la narratologie peut les traiter aujourd'hui. Voilà, c'est ce dont John vient de parler. Alors, je voudrais prolonger un petit peu son propos dans deux sens, en fait. D'abord, en précisant, en mettant peut-être en perspective dans l'histoire des formes fictionnelles cette différence entre la simple projection et la fabrication, la construction, world making, world building de monde. Puisque la portée qu'on donne à, par exemple, la notion de story world, dont vient de parler John, elle est un peu engagée dans cette différence. Tout récit de fiction se déploie dans un espace-temps, ça ne veut pas dire pour autant qu'il définisse un chronotope signifiant, par exemple, au sens que pouvait donner à ce terme la critique marxiste du roman que vous connaissez, dans le premier tiers du XXe siècle. Ça ne veut pas dire non plus que ça va donner lieu à cette activité culturelle, économique particulière qu'on peut définir aujourd'hui comme du world building. Donc, dans un deuxième temps, je voudrais proposer quelques pistes là-dessus, sur ce que signifie cette différence, et voir peut-être pourquoi une partie des théoriciens, mais aussi des usagers et des fabricants de fiction, peuvent justement avoir intérêt, face à ce développement de la construction de monde, à réinvestir théoriquement la diégèse, à retravailler ce que fait le récit au monde qu'il projette ou auquel il donne lieu. Voilà, donc c'est un petit peu les deux choses que je vais essayer d'explorer là. Alors d'abord, donc, les différents types de projection de monde. J'ai parlé de projection plutôt que de représentation, bien sûr, puisque c'est la forme basique, c'est la forme la plus simple de rapport entre le récit et le monde. Est-ce qu'on peut, strictement parlant, raconter quelque chose sans projeter le monde dans lequel cette chose a lieu? Au sens logique du terme, non. C'est pour ça que je vais faire un petit détour par ces notions en reprenant le problème un petit peu par un autre angle que celui qu'a adopté John ici, avant d'aborder la question du world building proprement dite. La projection logique d'un monde, c'est la forme la plus basique de rapport entre récit et monde et qui est au fondement de l'intérêt qu'ont manifesté dans les années 90 les théoriciens de la littérature pour la logique et la sémantique des mondes possibles dont parlait John, et donc qui y ont emprunté, pas toujours aisément, toute une série d'instruments de pensée qui sont très pratiques, mais qu'il a fallu triturer un peu pour qu'ils servent à quelque chose quand on les applique à des textes fictionnels, en fait. Alors pourquoi? Parce qu'un monde possible en logique, c'est pas une petite planète, c'est juste une collection d'états de choses. Voilà. Un monde M2, il est possible pour un monde M1 s'il est logiquement accessible depuis ce monde. C'est tout. Donc, comme tous les systèmes modaux, la sémantique des mondes possibles, ça fournit une boîte à outils, mais qui reste très abstraite, clairement, si on veut l'utiliser rigoureusement. Donc, l'intérêt qu'elle avait, c'est que ça permettait de parler de fiction dans le contexte que décrivait John ici, en évitant tout d'abord le problème de la représentation, d'un côté, la question du rapport au réel, mais aussi, dans une certaine mesure, le problème de la référence. C'est plus compliqué. Expliquer les relations qui existent entre les mondes projetés par des fictions en décrivant simplement les rapports d'accessibilité logique qu'ils entretiennent entre eux et avec le texte ou avec le support qui les décrit,
C'est bien parce que ça permet d'en parler avec pas mal de précision et du coup de traiter des systèmes très complexes parfois, sans s'encombrer d'un côté des problèmes pragmatiques, voilà, qui tiennent à l'intention du locuteur, aux effets de persuasion attendus, etc. Là, on se dégage des schémas de communication sur lesquels on replie souvent le fonctionnement du texte fictionnel. Parce que voilà, l'accessibilité logique d'un monde par rapport à un autre, ce n'est pas une question de communication. Et puis, on se dégage de l'autre côté des questions de référentialité qui tiennent non pas au statut des propositions qui sont faites, mais au statut ontologique du monde dont on parle. Il ne s'agit pas de savoir si le monde projeté il est plus ou moins réel ou plus ou moins imaginaire. C'est d'ailleurs là justement que ça coince, puisque, comme le montrait bien Ruth Ronan dans un très bon livre de 96, Ronan, donc R-O-N-E-N, c'est un des plus gros problèmes qu'a rencontré ce détournement littéraire de la sémantique des mondes possibles, c'est que c'était très tentant de confondre la possibilité logique avec la possibilité matérielle. Voilà. C'est-à-dire de comprendre un monde fictionnel comme plus ou moins possible, suivant qu'il est plus ou moins accessible depuis chez nous, à partir d'une autre, à partir du monde réel. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Et justement, l'intérêt pour la théorie littéraire de la logique des mondes possibles, c'est que ça permettait de décrire aussi bien le fonctionnement du récit de fait que celui des récits fictionnels. Les rapports entre les textes et les collections d'états de choses qu'ils projettent, c'est les mêmes dans les deux cas. Et puis le troisième intérêt, et puis j'aurais fini ce petit détour par la question de la projection des mondes, c'est particulièrement pratique, s'agissant de pratiques fictionnelles, intermédiales ou transmédiales, parce que ça permettait de décrire la façon dont se comporte un univers fictionnel indépendamment de la nature du support signifiant qu'il projette. Donc le texte, ça marche pas normalement. Ouais. Ça va? C'est bon? Donc, je disais, voilà, les débordements qu'on est obligé de faire quand on veut se servir de ces vocabulaires par rapport à un usage esthétique rigoureux, en fait, de ça. On n'est pas là pour décrire, quand on fait de la littérature, des listes de relations logiques, etc. On est là pour comprendre comment une fiction peut faire des mondes. C'est la question qu'on pose ici, comment elles peuvent donner lieu à un univers qui est assez consistant pour s'imposer comme tel, au point, dans certains cas, de se mettre à exister, voilà, tout seul, quelque part dans l'espace social et culturel, indépendamment de son support. Et au point, en fait, de devenir plus important que la somme des objets qu'il contient ou que la série des événements qui peuvent s'y produire. Donc voilà, pour comprendre ça, effectivement, il faut pouvoir interroger la relation qu'entretient la fiction comme fabrication artificielle de monde avec la narration comme activité humaine productrice de sens. En fait, c'est un peu ça, la question. Et ça, c'est par contre bien ce que décrit en revanche ce courant de la narratologie dont parlait John ici, post-classique, et qui a pris l'habitude de parler de story world, donc, ou de monde narratif pour la narratologie francophone, pour décrire ce rapport spécifique du récit à la création de son, voilà, de son espace-temps. Plutôt que de parler de fabula ou d'histoire, hein, donc, plutôt que d'isoler l'axe sur lequel on a la série temporelle des événements de l'axe sur lequel on va déployer un monde, sur lequel ces événements se placent, voilà, on va préférer décrire ce que produit le récit en termes de monde narratif, ce qui permet de prendre acte de l'intégration des dimensions spatiales et temporelles dans les pratiques narratives réelles. C'est les deux petites citations de David Herman que vous avez sur l'exemplier ici. Ça permet du coup de décrire beaucoup mieux ce qu'il appelle l'écologie de l'interprétation narrative, en fait. C'est-à-dire le fait que la narrativité, c'est un processus dynamique qui se déroule dans un milieu, qui suppose des échanges avec ce milieu.
Marie-Laure Ayad, dont je vous ai mis la citation tout après, elle décrit très bien ça quand elle dit donc que le monde suggère un espace, mais l'histoire, c'est une séquence d'événements qui se déroulent dans le temps, voilà. Donc, les mondes narratifs, ce n'est pas simplement des cadres statiques qui englobent les objets mentionnés dans une histoire, c'est des modèles dynamiques de situations qui évoluent, des simulations mentales du développement de l'intrigue, etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle propose de définir les mondes narratifs par la combinaison, comme ça, de cette composante statique qui précède l'histoire et d'une composante dynamique qui saisit le déroulement. Donc, en termes cognitifs, si un monde narratif, c'est un modèle dynamique de situation évolutive, voilà, sa représentation dans l'esprit du récepteur, dit Marie-Laure Ayad, c'est une simulation des changements causés par les événements de l'intrigue. Là, vous avez un petit peu l'ensemble des éléments de cette définition-là. Alors, quel intérêt? Ça permet en fait de faire une description qui va être très riche et qui va être exacte du rapport du récit au monde. Et puis en plus, ça fonctionne pour tous les types de récits, du plus minimal au plus long. Donc, je m'arrête un peu là-dessus parce que c'est important pour isoler ce qui pourrait être spécifique au récit très long, en fait. Et ce qui peut avoir changé depuis le 19e siècle dans le rapport du récit très long au monde qu'il projette. Quand on dit que tous les récits ne donnent pas forcément lieu à des mondes, on pense par exemple à des cas comme voilà, les mondes minimaux, le strip de BD, les blagues. Une blague, est-ce que ça projette un monde, un énoncé mathématique, etc. Or, strictement parlant, même ces récits minimaux, à partir du moment où ils supposent une situation d'énonciation, par exemple, ils projettent bel et bien un monde narratif, en fait. C'est ça la différence entre voilà, E égale MC au carré et le mini-récit que je vous ai mis là, E égale MC au carré, point d'interrogation. Ce que je vous ai mis sur les ampliers. Ça, c'est déjà une histoire, en fait. Le monde narratif projeté, il est absolument minimal. Il contient juste une affirmation et une réaction d'interrogation, mais ça dessine déjà les conditions d'un monde narratif. Exactement comme le petit poème de Jean Tardieu que je vous ai mis après, là, qui s'appelle La môme néant. C'est tout à fait ça aussi. Elle ne dit rien, elle n'existe pas. Voilà. Donc ça, c'est un poème, c'est un haïku. J'ai choisi celui-là, évidemment, parce qu'il a l'intérêt de projeter un non-personnage qui fait rien dans un non-lieu. Il ne peut pas y avoir moins. Mais j'aurais pu prendre n'importe quel haïku, n'importe quel extrait de nouveau roman, etc. Ça marche aussi. Donc, l'intérêt esthétique de ces formes-là, des formes ultra brèves, c'est justement de mettre en évidence la capacité d'évocation du verbe poétique. Ça, on l'aura compris, vous avez tous lu des haïkus, et vous voyez ce petit poème de Jean Tardieu. C'est le point commun avec la blague, c'est que ça permet de mettre en évidence cette capacité d'évocation par contraste avec la beaucoup plus faible productivité de récits très longs, mais qui proportionnellement aurait une force d'évocation beaucoup moindre. Voilà. Sur le fond, si je le cite ici, c'est parce que ça permet de voir que dans le cas du récit minimal, c'est évidemment pas la nature ou le comportement du monde créé qui est intéressant. On se fiche complètement de savoir où habite la môme néant, voilà, et comment il est habillé. Là où la production de monde devient intéressante, c'est quand on parle de formes longues et surtout de formes dont la fonction même est d'être cosmogène, justement, c'est-à-dire de fabriquer des collections, des tas de choses susceptibles de former une totalité à la manière des mondes au sens matériel du terme. Soit parce que c'est des œuvres qui ont une vocation encyclopédique, on en a parlé, et puis Hésiode jusqu'à Game of Thrones, donc les œuvres qui projettent un monde suffisamment dense, suffisamment riche pour prétendre à la complétude, comme le monde réel. Dans ce cas, vous avez toute la gamme des cas évoqués par Nelson Goodman. Si leur référence est le monde réel, le lecteur va compléter avec ce qui sait du monde réel, mais voilà, le livre, la série très long, ils vont quand même lui apprendre des choses sur ce monde parce qu'ils sont très riches en informations. C'est Balzac, Zola, etc., jusqu'au roman monde contemporain. Si leur référent est un monde imaginaire, il va se trouver pas seulement projeté, mais il va se trouver aussi réellement construit par l'œuvre, comme sont les mondes, par exemple, de la fantasy. Lovecraft, Tolkien, tout ça. Et puis, on peut avoir aussi des fictions qui contribuent à former des mondes, pas du tout parce que c'est des récits littéraires très longs à vocation encyclopédique, mais simplement parce que, voilà, elles racontent des événements qui viennent enrichir ou détailler une région d'un monde fictionnel qui leur préexiste ou qui est co-construit sur plusieurs supports par plusieurs agents. Voilà, donc c'est là qu'intervient cette différence qu'on rappelait dans le petit texte programme du séminaire
entre, si vous l'avez sous la main, entre un usage théorique classique de la projection de monde fictionnel, qui est caractéristique notamment des grands romans réalistes du XIXe siècle, et puis un usage culturel du terme, qui est bien décrit par Anne Besson, qui viendra en parler en janvier. Cet usage culturel qui désigne cette fois ce qui se passe dans les œuvres mondes contemporaines, notamment dans les mondes co-construits par des franchises ou par des fictions à support multiples, etc., dans lesquels justement le rapport entre la narration et la construction de monde, il est susceptible de s'inverser parfois, tant le développement de l'univers fictionnel va primer en termes de contenu comme en termes d'importance ontologique, évidemment, sur les événements qui peuvent s'y dérouler. Donc ça, c'est une tendance qui est suffisamment marquée pour qu'on puisse parler, comme proposé de le faire Olivier Caïra, qui va nous rejoindre lors des prochaines séances. Il parlait, il y a quelques années, de tournant diégétique, voilà, qui, après le tournant narratif qui avait marqué les sciences sociales dans les années 70-80, on assisterait maintenant à une expansion, pas seulement dans les industries de la culture, mais aussi dans l'ensemble des discours sur le monde, en fait, de la diégèse. Donc, cette fois par opposition au récit, donc des histoires elles-mêmes, plutôt que de la façon dont elles sont racontées sur tel ou tel support. Donc, c'est ce tournant qui s'accompagnerait notamment dans le développement des littératures d'imaginaire par cette transformation du rapport entre récit et construction de monde. Donc, d'abord, on passe globalement d'un monde cadre ou d'un monde toile de fond à un monde univers. Et au lieu de se trouver à l'arrière-plan des événements qui se produisent, il fonctionne en système. Avec eux, il est développé autant, voire plus qu'eux. C'est le phénomène auquel on faisait allusion ici, qui consiste, pour les auteurs d'un monde narratif, mais aussi pour d'autres membres de la communauté dans laquelle ces mondes sont développés, à multiplier comme ça la publication des cartes, des plans, des généalogies, des glossaires, des listes de personnages qui vont développer cet univers. Alors, cette expansion, elle va déboucher sur deux autres modifications qui sont importantes du rapport entre récit et monde fictionnel. Une modification que vous connaissez bien, l'indépendance, le détachement possible des mondes fictionnels par rapport à leur support initial, le texte, le film, le jeu, celui qui leur a donné naissance, mais aussi par rapport à la notion même d'invention, en fait. Voilà, l'auteur, surtout unique, il n'est plus nécessairement compris implicitement comme ça, ni comme l'inventeur, ni comme le propriétaire à perpétuité d'un monde fictionnel, à partir du moment où nombre de mondes fictionnels sont créés collectivement par des équipes de showrunners, ou qui sont co-construits par des fandoms, augmentés par la fanfiction, etc., et administrés sous le mode de la franchise. Donc ça donne lieu à l'ensemble des phénomènes qui sont étudiés par Anne Besson, par Mathieu Le Tourneux, par Alain Boya, qu'on va entendre ici lors des prochaines séances, à partir du début de l'année prochaine, 2023. Je vais juste faire deux petites remarques là-dessus, en fait. La première, elle va porter donc sur la mise en perspective historique qu'on pourrait faire de ces rapports entre l'énergie diégétique d'un côté, voilà, ce mouvement temporel, cette série de changements dans lesquels s'inscrit ce qui marque l'activité narrative, voilà, et puis de l'autre côté, l'expansion des mondes. Je trouve intéressant de voir dans quelle histoire des formes et des pratiques fictionnelles on choisit, comme ça, d'inscrire et de comprendre cette mutation postmoderne, on est d'accord, des rapports entre raconter et construire des mondes. Clairement, c'est par rapport au fonctionnement traditionnel du grand roman, des grands cycles de romans réalistes du XIXe siècle. Balzac, Zola, Jules Verne, Trollope, Dickens, etc. Ces œuvres-mondes qui sont très bien décrites, par exemple par Marie-Ève Terrinty, qui dit que c'est des œuvres littéraires qui tentent de créer un monde clos, totalisant, complet, avec cette volonté, donc, qu'elle dit un peu mégalomane, de représentation, de décryptage, d'élucidation du monde réel. Donc, clairement, c'est par rapport à ces œuvres-mondes qu'on va choisir de comprendre, on comprend ce changement. Ce modèle du grand récit littéraire à support textuel, qui est monomédiatique, qui est entièrement créé et qui est plus ou moins bien contrôlé par son auteur, parce qu'on sait que Zola avait du mal à le contrôler, Proust aussi, voilà. C'est par rapport aux héritiers de ce modèle-là, du récit traditionnel, qui existe toujours, notamment dans le roman monde, et même dans la littérature monde contemporaine, en fait,
C'est par opposition à cette forme littéraire de projection de monde qu'on peut décrire le mieux les mutations récentes, voilà, des rapports entre récit et world building. Donc, de fait, cette expansion contemporaine des mondes, interactifs, transmédiatiques, tout ça, c'est très tentant de la mettre en lien direct avec la marginalisation du récit romanesque, à auteur unique, à texte fixe, etc. Non pas dans je parle de marginalisation, bien sûr, non pas dans le canon esthétique institutionnel, où évidemment il reste dominant, mais dans le marché des pratiques culturelles réelles. Voilà. Le récit littéraire, on sait qu'il est marginalisé par rapport aux autres pratiques fictionnelles qui sont nettement plus représentées globalement, surtout à l'échelle mondiale. Alors là-dessus, comme l'a longuement rappelé depuis une vingtaine d'années, voilà pas mal de critiques, que ce soit moi-même en France, Françoise Lavocat, qu'on entendra en janvier, Thomas Pavel ou Terence Cave, etc. Plein de critiques qui travaillent sur les pratiques fictionnelles très modernes et classiques. Le modèle du monde fictionnel unique, créé par un auteur unique et existant sur un seul support, bah, c'est 150 ans de l'histoire de la fiction, entre 1800 et 1950. C'est un modèle en fait qui est extrêmement étroit. Non seulement la plupart des univers fictionnels qui étaient créés avant par les auteurs de la Renaissance et du classicisme, ils sont d'emblée transmédiatiques. Ils existent, ils sont déclinés d'emblée sur plusieurs supports, le roman, le théâtre, les recueils de nouvelles, les ballets de cour, les farces, les entrées royales, etc. Mais aussi tableaux, sculptures, costumes, etc. Ils sont aussi exploités par morceaux par des auteurs différents, souvent de façon collective, par les troupes de comédiens, dans les jeux de création des salons qui sont des jeux collectifs, dans des médias différents, à travers des pratiques différentes, dans une même société. Et puis surtout, de façon beaucoup plus signifiante, le rapport entre diégèse et création de monde, il est forcément plus mobile quand on se trouve, comme ça a été le cas pour toutes les littératures d'Ancien Régime, dans une pensée de la fiction qui est fondée pas sur le principe romantique de l'invention personnelle d'un monde par son créateur, mais sur le principe de l'imitation. Donc voilà, le geste de création, c'est l'appropriation de parties de monde qui sont toujours pensées comme déjà créées, déjà préexistantes. Mythologie, la fable, l'histoire, etc. Ça existe déjà dans la culture commune avant que chaque poète ne s'en empare pour en faire son œuvre, pour faire son Don Juan, son Jules César, son Agrippine, etc. Donc le règne de l'auteur seul propriétaire d'un monde créé par lui sur un support unique, c'est-à-dire du point de vue critique le repli de la création des mondes fictionnels sur un schéma de communication, auteur, message, récepteur, c'est un modèle qui est dominant sur une période historiquement assez brève. Mais évidemment, voilà, on ne va pas tirer le paradoxe trop longtemps. Si ça sert d'étalon, ce modèle du 19e siècle, par rapport auquel on va mesurer les déviations des formes de fiction postmodernes notamment, c'est bien parce que c'est un modèle très fort. C'est un modèle qui a été un des grands produits de la révolution industrielle, des pratiques culturelles en Occident. Voilà, donc c'est ce qui m'amène à ma deuxième remarque, qui est la mise en perspective sociale, économique, politique de ces mutations dont on parle ici. Et on va y revenir plusieurs fois pendant l'année. On va se demander un peu quel est l'effet qui est produit par la nature marchande du world building, qui l'inscrit comme ça d'emblée dans une économie capitaliste, spéculative, mais qui surtout va redéfinir la notion de milieu, du coup, dans lequel existent les mondes fictionnels. C'est un milieu qui peut être amené à constituer eux-mêmes, ou auquel ils peuvent être amenés à participer, dans cette redéfinition comme ça des frontières entre univers réel et artificiel. On voit bien de quoi il s'agit. Là, je pense au lancement plutôt lent pour l'instant des multivers par l'État, etc. Donc, je voudrais, pour ne pas être trop long, je vais simplement terminer en citant un ou deux, voilà, une ou deux pistes, un ou deux exemples rapides de discours ou de pratiques créatives qui montrent que dans ce domaine-là, en fait, la narration, l'attachement des usagers de la fiction, créateurs, consommateurs, leur attachement au récit par rapport au développement de monde, compris comme une opération qui est réalisée et qui est gérée par les studios de création de contenu, pour les jeux ou pour les plateformes, ça pourrait justement être compris comme une forme de résistance, en fait, cet attachement au récit, par rapport à une aliénation, comme ça, de l'espace, des pratiques imaginaires par l'industrie culturelle. Et donc, je voudrais essayer de montrer un petit peu que la co-construction narrative des mondes par les usagers des fictions, que ce soit ludique, romanesque, etc., elle peut être vue
pas tellement comme une participation, mais peut-être comme une alternative, justement, à l'interactivité imposée d'une certaine façon par ces industries et qui, en réalité, voilà, elle procède pas forcément d'une co-construction, mais de l'imposition de mondes imaginaires fabriqués, voilà, par des studios. Donc, pour le premier exemple, je pense à, je ne vais pas le détailler parce que je voulais mentionner simplement sur l'exemple ici, je pense à la notion de world making telle que l'utilise après Goodman, dont parlait John, Coralie David ou Raphaël Granier de Cassagnac, tel que le décrit Olivier Caïra dans un article dont je vous ai mis la référence ici, et qui porte sur la collection des Ouroboros, qui propose des guides de monde fictionnel. Granier Cassagnac était venu nous les présenter l'année dernière dans une séance de séminaire qui est enregistrée. Je pense qu'on peut la retrouver sur le site. Qui propose des guides comme ça de monde qui sont issus aussi bien de la littérature, vous en avez la description là sur l'exemplier, que des jeux de simulation, et qui montrent que le déploiement des virtualités d'un monde fictionnel, il est compatible, c'est ce que propose de décrire Olivier dans cet article, avec ce qu'il appelle l'affirmation d'un projet d'auteur. En l'occurrence, un projet qui consiste à narrativiser la construction de monde, à lier, comme dit Coralie David, les briques diégétiques et à exemplifier l'utilisation qu'on peut en faire. Alors, je vous laisserai découvrir un peu cette expérience éditoriale dans cet article de la revue Fiction de 2012, dont je vous ai mis la référence. La séance avec Granier Cassagnac dans le séminaire a l'intérêt de décrire ce qui se passe en fait 10 ans après, puisque l'article de l'ICARA est de 2012. Donc, voilà, vous jetterez un coup d'œil. Je voudrais terminer plutôt sur l'autre piste, qui ne porte pas cette fois sur un projet d'auteur, mais sur une expérience d'usager, en fait. C'est celle que décrit Esteban Green dans le dernier extrait que je vous ai mis dans l'exemplier. C'est un blogueur de jeux vidéo, voilà, qui fait notamment des jeux vidéo à monde ouvert, et qui proposait, dans une de ses chroniques vidéoludiques, qui est datée d'avril 2019, je trouve intéressant de voir que c'est juste avant la pandémie d'ailleurs, une mise en tension qui me semble très intéressante entre l'idée de jeu fleuve et d'œuvre monde. Donc, en gros, ce qui en ressort, vous jetterez un coup d'œil sur sa chronique, il part de l'idée que les termes critiques qui sont utilisés pour caractériser les jeux à monde ouvert, qui sont ceux qui sont les plus intéressants, les plus addictifs pour lui, Assassin's Creed, Shadow of Tomb Raider, etc., notamment la notion d'open world ou de AAA, donc qui qualifie les jeux vidéo qui sont les plus chers à développer, les plus vendus. Ces notions-là, pour lui, elles posent un problème parce que, dit-il, elles n'inscrivent pas ces jeux dans une histoire de l'art. Du coup, il propose de remettre en perspective ce rapport entre diégèse et construction de monde dans ces jeux, en resituant plutôt ça dans l'ensemble littéraire, cette fois, des œuvres monde, comme des héritiers du roman fleuve, en fait. Il propose du coup de les comprendre à l'aide d'outils qui va emprunter clairement à l'histoire de la littérature, comme des jeux fleuves, justement, en raison du fonctionnement particulier de la narration dans ces jeux. Il y a une narration qui est proposée comme un flot ininterrompu, dans laquelle la question du début ou de la fin devient moins essentielle. Ce qui compte, c'est la durée de l'immersion ou l'intérêt immédiat. La narration, deuxièmement, a besoin de susciter un effet d'accroche continuel et de délivrer une récompense instantanée au lecteur à tout moment du récit. Troisième critère, la narration doit en outre comporter des dénouements à plus long terme, avec une échéance difficilement prévisible, ce qui incite constamment à la poursuite de la lecture. Ça, c'est la définition du roman fleuve que donnait quelqu'un comme Cyril Bornet en 2014. Green propose donc de comprendre un jeu fleuve comme un récit vidéoludique, c'est la citation que vous avez, présentant une narration ininterrompue. Donc, il me semble en fait que ça permet de comprendre mieux cet équilibre entre conduite de la narration et développement des mondes, et notamment les enjeux qui tiennent à la question du contrôle de l'imaginaire, de la participation des usagers et des équipes de créateurs à cette construction, et surtout d'approcher mieux la nature de l'interactivité qui préside à l'actualisation de cet imaginaire dans l'expérience qu'on en fait. Voilà, et puis ce sur quoi je terminerai donc, c'est sur le fait que l'effort théorique, et en l'occurrence ici l'enquête narratologique, dans laquelle il se lance, elle lui semble nécessaire parce que ces catégories de monde ouvert qui sont usitées, en fait, elles sont imposées par un marché des idées, je cite donc ce que dit Green là-dessus, qui accompagne la diffusion des jeux par l'industrie culturelle qui les produit.
Et donc, c'est pour ça, dit-il, qu'il est d'autant plus pertinent, et il a une expression que j'aime bien, il dit il est d'autant plus poétique, je trouve intéressant qu'il aille chercher ce terme, d'essayer au contraire de recomprendre ces objets, en l'occurrence pour lui à partir de catégories littéraires, comme par exemple celle du roman Fleuve, parce que c'est ce qui lui permet, me semble-t-il, de se réapproprier les moyens de penser une expérience qui est bien de nature esthétique, celle qu'il fait en jouant, et qui engage à partir de cette expérience esthétique, ludique pour lui, la construction de nos imaginaires. Voilà, donc c'est pour ça, c'est ça un petit peu toutes ces directions qu'on va essayer d'explorer pendant le séminaire.